Dans un centre commercial de Californie, les gens ont encore peur de regarder vers le ciel. Chaque soir, brumeux leur rappelle que la mort peut tomber du ciel à tout moment. Quand un avion passe au-dessus de leur tête, les habitants sursautent instinctivement, se souvenant de la nuit qui a divisé leur vie en deux, avant et après. Près de 40 ans après la tragédie, là où le sang d'innocents a coulé, se trouvent aujourd'hui des boutiques. Les clients choisissent des vêtements et des cadeaux sans se douter que l'un des accidents d'avion les plus choquants de l'histoire des États-Unis s'est déroulé sous leurs pieds. Il n'y a ni monument, ni plaque commémorative. Les autorités ont préféré effacer toute trace de la tragédie. Mais qu'est-ce qui est tombé du ciel le 23 décembre 1985 ? Et pourquoi les autorités préfèrent-elles encore aujourd'hui passer sous silence les véritables causes de ce qui a transformé cette veille de Noël en véritable enfer ? Pour comprendre comment l'ambiance festive s'est transformée en cauchemar en quelques secondes, il faut revenir à l'époque où les centres commerciaux étaient le symbole du rêve américain. Le Sun Valley Mall de Concord, en Californie, incarnait les ambitions américaines des années 1960. Ouvert en 1967, il est devenu le plus grand centre commercial entièrement climatisé au monde, avec 40 magasins, un cinéma de 1500 places et un parking de 9000 places. De grandes verrières inondaient les allées de lumière naturelle, créant une sensation d'espace. À seulement 800 mètres au nord se trouvait l'aéroport Buchanan Field. Après la Seconde Guerre mondiale, cet ancien aérodrome militaire a été converti à l'usage civil et, en 1977, il était devenu l'un des 20 aéroports les plus fréquentés du pays. Le problème venait de la croissance rapide de Concorde. La campagne parsemée de noyeraies s'est transformée en une zone densément peuplée avec des immeubles de grande hauteur. Le centre commercial se trouvait juste sous la trajectoire d'approche des avions. Les habitants de la région se sont plaints pendant des années des avions volant à basse altitude, en particulier dans des conditions de brouillard fréquents. Les employés du centre commercial ont ouvertement déclaré qu'ils craignaient un accident d'avion. Dans la soirée du 23 décembre, un épais brouillard enveloppa la vallée de San Francisco. La visibilité dans la région de Concord tomba à 3/4 de mile, soit la limite minimale pour atterrir à Buchanan Field. Jim Graham, 67 ans, n'était pas un novice. Vétéran de la Seconde Guerre mondiale avec des milliers d'heures de vol à son actif, il avait fondé sa propre compagnie aérienne. Ce jour-là, il effectuait un vol de routine. Il emmenait la secrétaire de sa société dans sa ville natale pour les vacances de Noël. À bord du Beechcraft Baron bimoteur, il était accompagné de John Lewis, 48 ans, et de Brian Oliver, 23 ans, qui rêvait de devenir pilote. Une ambiance de fête régnait au Sun Valley Mall. Kim Aguirre, 23 ans, avait emmené son fils Mario, âgé de 3 ans, rencontrer le Père Noël. Il faisait impatiemment la queue devant le magasin Macy's. La femme devant eux s'est éloignée pour rattraper son enfant qui s'était échappé et a proposé à Kim de prendre sa place. Ce simple geste de gentillesse leur a sauvé la vie quelques minutes plus tard. À 20h35, la communication radio entre l'avion de Graham et le centre de contrôle a été coupée pour toujours. Les derniers mots entendus ont été la réponse inaudible du pilote. Que s'est-il passé dans le cockpit pendant ces quelques secondes fatidiques ? Et pourquoi un pilote expérimenté a-t-il pris une décision qui a transformé une soirée d'hiver ordinaire en cauchemar ? La chronologie de ces minutes fatidiques est reconstituée avec une précision effrayante à partir des enregistrements du centre de contrôle. À 20h29, la tour de contrôle de Buchanan Field a autorisé Jim Graham à atterrir à l'aide des instruments sur la piste 19R. La visibilité, à 3/4 de mile, était à la limite des valeurs admissibles, mais répondait formellement aux exigences de sécurité. À 20h33, Graham a confirmé par radio qu'il commençait son approche. Sa voix était calme, comme il sied à un pilote expérimenté. Mais 2 minutes plus tard, un message alarmant a été diffusé. Graham a signalé qu'il avait raté son approche en raison de la mauvaise visibilité et demandait des instructions supplémentaires. Au même moment, dans le centre commercial, Kim Aguirre ajustait la casquette de Mario, son fils de 3 ans. La femme qui leur avait cédé sa place dans la file d'attente pour voir le Père Noël était revenue avec son fils et s'était placée derrière eux. 30 secondes plus tard, ce simple geste de gentillesse a sauvé la vie de Kim et Mario, mais a condamné son propre enfant. Le contrôleur a donné l'ordre de contacter Travis Departure Control pour obtenir de nouvelles instructions. Graham a répondu, mais ses mots étaient inaudibles. Puis, un silence inquiétant s'est installé. Au lieu de suivre les procédures de sécurité standard, l'avion a commencé une descente en spirale au-dessus des quartiers résidentiels de Concorde. À 20h35 et 40 secondes, une explosion assourdissante a secoué le Sun Valley Mall. L'avion bimoteur s'est écrasé dans une verrière juste au-dessus du magasin Macy's. Des milliers de débris se sont abattus sur les clients, mais le pire était encore à venir. Mais ce n'était qu'une partie de la tragédie. Le véritable enfer allait commencer une seconde plus tard. L'explosion de la verrière n'était que le prélude à un véritable enfer. Des centaines de litres de kérosène se sont déversés de l'avion accidenté.
s'enflammant instantanément et se transformant en une énorme boule de feu. Cette masse mortelle de kérosène enflammée s'est abattue directement sur la tête des acheteurs en fait. Le centre commercial, qui brillait encore de mille feux quelques secondes auparavant, s'est transformé en un piège enflammé. La femme qui avait cédé sa place à Kim dans la file d'attente a été écrasée par les débris qui tombaient. Kim a été projeté au sol, ses vêtements ont pris feu. Le petit Mario a été gravement brûlé, mais il a survécu. Autour d'eux, des dizaines de personnes gisaient dans des flaques de sang. L'électricité a été coupée, la chaleur a fait exploser les décorations de Noël en verre, les guirlandes de Noël fondaient, laissant couler du plastique brûlant, mais c'est précisément dans ces moments d'horreur que la force de l'esprit humain s'est manifestée. Les clients habituels se sont précipités pour aider les victimes, traînant les personnes en feu vers les fontaines décoratives afin d'éteindre leurs vêtements enflammés. Les panneaux publicitaires ont été transformés en civières, les vêtements des magasins ont été utilisés comme bandages. L'acteur qui jouait le Père Noël a d'abord pensé que les lumières décoratives avaient explosé, mais la vague de chaleur brûlante l'a poussé à courir vers la sortie. En quelques minutes, plus de 200 appels ont été reçus par le service d'urgence 911. Les services d'urgence sont arrivés avec une rapidité impressionnante, mais pour certains, il était déjà trop tard. Parmi les 7 personnes qui ont perdu la vie cette nuit-là, chacune avait une histoire tragique. Pamela Stanford, 22 ans, était venue au centre commercial pour acheter une bague de fiançailles, rêvant de son mariage à venir. Elle est décédée à l'hôpital des suites de ses brûlures, sans avoir pu connaître son grand jour. Patricia Larson, 45 ans, et Chandrika Shah, 49 ans, ont également été victimes de la pluie de feu. La plus jeune victime était Alexandre Luong, un enfant de 14 mois qui ne savait même pas ce qu'était Noël. Les 3 occupants du fuselage déchiqueté ont péri. Le pilote Jim Graham, John Lewis, 48 ans, et Brian Oliver, 23 ans, qui rêvait de devenir pilote. Ils n'avaient aucune chance de s'en sortir. Kim Aguirre et son fils Mario ont survécu, mais le prix à payer a été extrêmement élevé. Tous deux ont été gravement brûlés au 3e degré et ont dû subir des opérations et un traitement qui s'est étalé sur plusieurs années. Kim a porté des vêtements de compression pendant 2 ans, un rappel constant de cette nuit-là. Mais les cicatrices physiques n'ont pas été le plus lourd héritage. Kim a développé un syndrome de stress post-traumatique. Elle ne pouvait plus entrer dans un lieu public sans vérifier l'emplacement des issues de secours. Chaque vrombissement d'avion faisait son cœur s'arrêter. Le sentiment de culpabilité du survivant était particulièrement douloureux. La femme qui lui avait cédé sa place avait été gravement blessée, mais elle avait survécu. Cependant, son petit garçon avait perdu la vie. Kim savait que sans cet acte de gentillesse fortuit, elle et Mario auraient pu être les victimes. Mario, âgé de 3 ans, portait les traces de cette nuit-là. Des années de traitements médicaux, des vêtements compressifs, tout cela avait façonné son enfance. La peur et l'angoisse de sa mère lui avaient été transmises. Les familles des victimes ont vécu leur deuil différemment, mais toutes cherchaient une réponse à la même question: qui était responsable de la mort de leurs proches dans un centre commercial ordinaire 2 jours avant Noël? La colère et la douleur des familles des victimes ont donné lieu à une bataille juridique sans précédent. Au cours des mois suivants, des centaines de poursuites ont été intentées pour un montant total d'environ 11 millions de dollars, une somme colossale pour l'époque. Le coup le plus dur a été porté aux autorités municipales de Concord, accusées de négligence criminelle. Les familles affirmaient que la ville avait délibérément ignoré les avertissements des habitants concernant le danger potentiel. Le Sun Valley Mall avait été construit trop près de l'aéroport, juste sous la trajectoire d'approche. La direction de l'aéroport a également été accusée de ne pas avoir suffisamment contrôlé les vols dans des conditions de faible visibilité. Les avocats ont brossé un tableau convaincant. La ville encaissait l'argent des constructions sans se soucier de la sécurité des citoyens. L'aéroport gagnait de l'argent grâce au vol, fermant les yeux sur les risques. Et les autorités fédérales approuvaient formellement les décisions se basant sur des normes obsolètes. Cependant, l'enquête du Conseil national de la sécurité des transports a abouti à des conclusions choquantes. Le NTSB a établi que l'accident avait été causé par la désorientation spatiale du pilote dans le brouillard. Tous les bâtiments situés dans la zone de l'aéroport étaient de conformes aux restrictions de la FAA. L'état technique de l'avion n'appelait aucune critique. Il en est ressorti un paradoxe: personne n'était responsable et tout le monde l'était à la fois. Formellement, chaque acteur a agi dans le respect de la loi, mais l'ensemble des bonnes décisions a créé les conditions dans lesquelles une erreur humaine a conduit à la tragédie. Le centre commercial a été reconstruit à une vitesse impressionnante. Une partie du bâtiment a rouvert le lendemain alors que les débris de l'avion étaient encore suspendus au toit. La plupart des poursuites ont été réglées à l'amiable, les autorités préférant payer plutôt que de poursuivre les procédures judiciaires. Près de 40 ans ont passé, mais l'histoire du Sun Valley Mall n'est toujours pas terminée.
Les événements de ces dernières décennies montrent que les leçons de la tragédie n'ont pas été tirées. Depuis 1985, 4 autres accidents aériens se sont produits dans la région de l'aéroport de Buchanan Field. Heureusement, les avions se sont écrasés sur des routes sans toucher de bâtiments, mais le fait même que de tels incidents se répètent est inquiétant. L'administration fédérale de l'aviation civile a mené une enquête et déclaré que les procédures de vol restaient sûres. Aucune modification radicale n'a été apportée aux règles d'approche ou aux exigences en matière de construction. Le système qui a permis à un avion en feu de s'écraser sur la tête des clients est resté pratiquement inchangé. Les habitants de Concorde continuent de vivre dans une inquiétude permanente. Les forums locaux sont régulièrement alimentés par des messages faisant état d'avions volant à basse altitude comparés à des kamikazes. Chaque soir d'hiver brumeux ravive le souvenir de cette nuit fatidique. Kim Aguirre, aujourd'hui âgé de plus de 60 ans, vérifie toujours les issues de secours dans tous les lieux publics et évite les centres commerciaux les jours de brouillard. Son fils Mario a grandi avec des cicatrices sur le corps et dans l'âme. Au Sun Valley Mall, il ne reste aucune trace de la tragédie. Aucune plaque commémorative ni aucun monument n'ont été érigés. Une nouvelle génération de clients passe à l'endroit où le sang a coulé sans se douter de la tragédie. Seuls les sites web locaux publient occasionnellement des articles à l'occasion de l'anniversaire. Il en résulte un paradoxe. Les autorités ont versé des millions de dollars de dommages et intérêts, reconnaissant leur part de responsabilité, mais n'ont pris aucune mesure pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent. Buchanan Field fonctionne toujours de la même manière, le brouillard enveloppe Concorde les soirs d'hiver, les avions volent à la même altitude. Que se passera-t-il la prochaine fois qu'un pilote expérimenté perdra ses repères dans le brouillard épais au-dessus de Concorde? Les autorités parleront-elles à nouveau du facteur humain tout en versant des indemnités aux nouvelles victimes? Buchanan Field continue de fonctionner. Le brouillard enveloppe à nouveau la ville les soirs d'hiver et les habitants regardent le ciel et se souviennent qu'un jour, la mort est tombée du ciel et qu'elle peut retomber. Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où vous sentiez un danger potentiel, mais où tout le monde autour de vous disait tout va bien? Ou avez-vous déjà remarqué des violations de la sécurité que tout le monde ignorait? L'histoire du Sun Valley Mall montre ce que peut entraîner le fait d'ignorer les signaux d'alerte. Partagez vos histoires dans les commentaires. Avez-vous déjà été confronté à des situations où le confort primait sur la sécurité? Faites-vous confiance au système de contrôle moderne ou, comme Kim Aguirre, prêtez-vous toujours attention aux issues de secours? Si cette histoire vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de liker, cela aide vraiment la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres enquêtes sur la fragilité de la frontière entre sécurité et catastrophe. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans les prochains épisodes.